cet invité, c'est Maître Frédéric Sicard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes bâtonnier du barreau de Paris, le barreau le plus important en nombre, 25 000 membres, j'ai vu. Et nous, on est arrivé à 29 000 29 000 membres, le plus influent de France, sûrement. Vous êtes le 219e bâtonnier répertorié depuis le XVIIe siècle. Depuis le XVIIe. Voilà. Et on a perdu le nom des autres, voilà. C'était le XIIIe siècle. En fonction depuis janvier dernier. Et vous êtes, il faut le signaler, un spécialiste au départ du droit social et du droit du travail, ce qui est plutôt rare chez les bâtonniers. Je suis le 3e bâtonnier de droit social, mais c'est effectivement une spécialité qui est assez rare chez les bâtonniers. Alors, tout le monde en France, ou presque, estime que la justice est en mauvais état. Certains se disent même dans un état critique. Même le ministre français de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, a évoqué une justice délabrée, sacrifiée, sinistrée. Il a dit ça dans un discours à l'École nationale de l'administration pénitentiaire. Globalement, vous partagez ce constat, disons, alarmiste ? En début d'année, il avait dit que la justice était à l'agonie et c'était probablement plus exact que sinistré. En France, il faut savoir que nous avons la moitié des juges que l'on peut avoir en Allemagne avec le même nombre de population. La situation est absolument catastrophique parce qu'on a fait face à la lutte contre le terroriste. On a nommé des juges qui sont passés à l'antiterrorisme. On a nommé des juges civils qui sont passés au pénal. Puis maintenant, on n'a plus assez de juges et on n'a pas de juges au civil. Donc il y a des secteurs entiers où il n'y a tout simplement personne. Ouais. Il n'y a pas de juge, puis il n'y a pas de matériel, parfois il n'y a pas de papier, il n'y a pas d'imprimante. C'est aussi une question de... En fait, c'est une question de gros sous. Oui, enfin, c'est une politique qui dure depuis 30 ans. On a décidé que l'on allait réduire les effectifs parce que la justice devait être traitée comme une mission, non pas une mission importante, mais une mission comme toutes les autres missions. En réalité, on manque de juges. Le président de la République a décidé dernièrement de remonter très très vite le niveau des effectifs. On sait qu'il faudra plus de 10 ans à l'École nationale de la magistrature pour former les juges qui nous manquent. 10 ans, autant vous dire qu'on va droit à la catastrophe. Nous n'avons plus de juges en matière de construction. Si vous avez un trouble de voisinage dans le 16e arrondissement, il y a un juge sur 3. Dans le 8e arrondissement, vous voulez saisir le juge, il n'y a pas de juge. Et donc, fatalement, ça a des conséquences sur le rendu de la justice. Il y a beaucoup d'affaires en attente, de dossiers en attente, j'imagine, au barreau de Paris. Non, c'est une des difficultés. Oui, il y a beaucoup de dossiers en attente, oui, c'est long, mais on n'est pas forcément très en retard par rapport à la moyenne des autres pays européens. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des juges qui sont surchargés, donc qui jugent à toute vitesse, qui travaillent énormément, qui ne sont pas payés pour le travail qu'ils font. Et évidemment, le risque que l'on a, c'est que ça claque. Ouais, voilà. Ouais. J'ai lu quelque part que la justice n'était pas rendue non plus dans un délai raisonnable. C'est-à-dire que entre le moment d'un souci, d'un conflit ou d'une infraction et le moment du jugement, il se passe un temps qui n'est pas un délai raisonnable pour rendre une justice sereine. On accepte des 18 mois, des 24 mois dans certaines matières. En matière de la construction, de 5 ans d'attente. Tout ça n'est pas normal. Par contre, il faut quand même aussi donner des coups de chapeau. Vous savez, au tribunal de commerce de Paris, on rend des décisions en 8 mois. Trouver un juge qui, en matière commerciale, rend des décisions en 8 mois dans le monde, il n'y en a quasiment pas. Mais tout ceci se fait avec des bouts de ficelle. La moitié de la justice, ce sont des décisions sociales. Le Conseil de prud'homme, le tribunal des affaires sécurité sociale, ça se rend. Mais alors vraiment, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de papier, il y a pendant longtemps, il n'y avait pas d'informatique, il n'y a rien. Et on arrive quand même à tenir des délais qui sont à peu près les délais européens. Ça veut juste dire que le génie français peut faire mieux si on lui donnait un tout petit peu plus. Ouais. Alors il y a beaucoup en ce moment en France ce qu'on appelle le Hollande bashing. D'un point de vue justice, le quinquennat Hollande arrive à son terme. Comment vous jugez ce quinquennat en matière de justice ? Alors, je suis à la fois sévère et pas sévère, parce que moi, je n'aime pas du tout le Hollande bashing. Je préfère être très objectif. Moi, ce qui me gêne chez le président de la République, c'est qu'il considère qu'il s'est bien comporté parce qu'il s'en est pas mêlé. Ce qui est vrai. Je veux dire, il a voulu essayer de respecter l'autonomie et l'indépendance des juges, la séparation des pouvoirs. Ça, c'est vrai. Et on peut faire plus d'un côté. Mais là où il a à peine la moyenne, c'est que justement, il fallait s'en mêler. Parce que ça fait 30 ans qu'il n'y a plus de moyens. Et là, au tout dernier moment, à la fin, on vient de dire, allez hop, on rajoute 10% sur le budget de la justice. Le fond du problème, c'est qu'il faudrait juste le doubler pour que ça fonctionne. Alors vous voyez, on est loin du compte. Alors vous dites juste à la fin, on est arrivé avec une nouvelle loi qui a été adoptée en octobre, qui s'appelle Justice du XXIe siècle. Alors l'ambition de cette nouvelle loi, elle est assez extraordinaire, puisque si vous lisez le texte, les intentions de la loi, c'est une justice plus accessible, plus efficace, plus simple, plus proche.
Est-ce que ce sont simplement des mots ou bien derrière tout ça, il y a des faits? Il y a surtout une loi fourre-tout, c'est-à-dire qu'on a essayé par des tas de petits bouts de voir quelles étaient les ficelles supplémentaires qu'on pouvait rajouter, là où on aurait pu dématérialiser un peu plus pour éviter des frais de greffe, des frais d'écriture. Tout ça n'est pas sérieux et n'a pas l'ambition d'une vraie justice. Parce qu'une vraie justice, ça suppose des audiences, ça suppose que l'on puisse écouter les gens, ça suppose donc des juges, ça suppose donc, encore une fois, des moyens. Mais je ne suis pas en train simplement de passer la sébille, hein. Je vous dis une chose toute simple. Quand on va devoir mettre 10 ans pour recruter les juges, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces juges dans 40 ans? Ça veut dire qu'il faudra avoir une politique de recrutement externe, qu'on recrute à l'extérieur des gens qui ont fait d'autres carrières pour venir enrichir la magistrature. On fait ça quand? On fait ça comment? Est-ce que quelqu'un décide d'ouvrir le dossier? Pour l'instant, non. On a péniblement remonté un tout petit peu, allez, 10%, mais on pouvait difficilement en faire moins. Et c'est pas en soi une réforme ambitieuse. Comment se fait-il que les magistrats, les avocats ne parviennent pas à faire de ces questions de justice un débat qui serait par exemple un débat de l'élection présidentielle? Je suis sûr qu'on n'en parlera pas beaucoup pendant la campagne électorale. Et pourtant c'est fondamental, la justice. C'est fondamental. Et moi j'entends bien essayer de secouer autant que possible pour dire, écoutez, de toute façon, si vous ne faites rien, ce qui est la 6e puissance économique, pour cause de Brexit, celui qui est devenu la 5e puissance économique, va claquer. La justice, le bon fonctionnement de la justice, c'est nécessaire au rayonnement international du pays, parce que si vous voulez que les gens viennent en France, il faut qu'ils soient sûrs qu'on y rend la justice. Donc c'est absolument fondamental. On en est à ce point-là. On en est à ce point-là. Enfin, vous allez bientôt avoir l'accord Union européenne-Canada. On sait très bien que le meilleur intermédiaire entre ces deux continents, ces deux mondes, c'est le français. Ouais. Il se trouve que c'est ainsi. On a donc une chance unique. Mais pour que ça marche, il faut que l'on croie en nous. Il faut que nous nous en donnions les moyens. La francophonie commence le 12 novembre. Mais c'est fondamental. Nous savons, nous, en France, les juristes français savent manier à la fois le droit continental et ce que l'on appelle la common law. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que par défaut de moyens, on est obligé d'être agile. On a une chance unique dans l'histoire d'être à la croisée de tous les mondes. C'est le moment de nous donner les moyens pour que ça fonctionne. Donc l'avocat a aussi un rôle à jouer en matière économique? Et le juge, mais bien sûr. Parce que vous imaginez bien que peu importe que l'argent vienne d'Allemagne pour partir au Canada, ce qui compte, c'est celui qui rédige le contrat. C'est celui qui va proposer, en cas de conflit, de venir à Paris pour être jugé sur Paris, où il y a une chambre internationale. On est le seul pays qui accepte, dans la chambre internationale du tribunal de commerce, que vous plaidiez dans la langue que vous voulez. Vous voulez plaider en anglais à Paris? Aucun problème. Les juges vous écoutent en anglais. On est les seuls à faire ça. Et personne ne veut le réaliser. Pourquoi? Peut-être parce qu'on est un monde un peu policé, un peu respectueux. De temps en temps, on descend dans la rue, mais sûrement pas suffisamment pour pouvoir être écouté. Je vais vous poser une question sur l'état d'urgence. La France est toujours en état d'urgence depuis les attentats de 2015. L'avocat que vous êtes approuve cet état d'urgence? C'est une nécessité absolue? Avec mon Conseil de l'Ordre et donc avec les élus du barreau de Paris, à une écrasante majorité, ça fait longtemps que nous appelions à ce que cesse l'état d'urgence, pour une raison qui est extrêmement simple. Il faut prolonger il faut préciser que pour l'instant, il est prolongé jusqu'en janvier 2017. Tout à fait. Mais toutes les mesures qui étaient dans l'état d'urgence et que l'on a voulu mettre en place après les attentats du 13 novembre, en fait, sont devenues dans la loi. C'est-à-dire que la seule chose qu'on a en plus, c'est la fouille des véhicules. C'est-à-dire qu'on peut vous dire, je vous arrête et je regarde ce qu'il y a dans votre coffre sans raison objective. Mais tout le reste, par exemple les perquisitions, tout est dans la loi et considéré comme du droit commun. Alors qu'est-ce qu'on va aller faire avec de l'état d'urgence alors qu'on a déjà mis tout dans la loi et qu'on est l'État le plus sécurisé en droit? En fait, nous sommes encore une démocratie. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a des juges qui sont extrêmement objectifs et donc qui essayent de faire leur travail, parce que nous n'avons pas de dérapage, parce que nous avons des policiers qui font leur travail, mais on est dans une situation telle que si nous n'avions pas cela, si nous n'avions pas des juges et des policiers raisonnables, tout pourrait déraper. On a donné dans la loi les moyens à l'exécutif de se transformer en dictature dès que l'exécutif le souhaite. La seule chance qu'on ait, c'est qu'on a des gens intelligents qui font bien leur travail. Il est temps d'arrêter cet état d'urgence. Donc si je vous comprends bien, même si on arrête l'état d'urgence, les menaces, entre guillemets, que vous venez de souligner, qui sont contenues dans la loi, resteraient. Donc il faudrait changer la loi.
Je ne sais pas s'il faudrait changer la loi, mais dans beaucoup de pays européens, on considère que ces dispositions s'appliquent pour la lutte antiterroriste. Chez nous, on les a votées de telle sorte qu'elles peuvent s'appliquer dans tous les cas. Et on a des juges raisonnables qui ne les appliquent que pour la lutte antiterroriste. Le seul ennui, c'est quand vous avez voté des lois aussi répressives, en donnant tant de possibilités sans y mettre les garde-fous, c'est pas une très bonne idée. Voilà. Maintenant, si vous me demandez à quoi sert l'état d'urgence, je vous réponds à rien. Plus maintenant. C'est une mesure purement psychologique. C'est du marketing politique. La seule chose qui compte, c'est le travail d'arrache-pied des juges et des policiers qui font un travail remarquable, qui nous ont évité des attentats, qui arrêtent, qui essayent de réguler au mieux, avec très peu de moyens financiers, pas suffisamment de monde, mais c'est à eux qu'on doit rendre hommage. Je disais, vous êtes bâtonnier du barreau de Paris. Un mot sur le rôle des avocats. Évidemment, un avocat, ça défend. C'est le rôle classique de l'avocat. Mais je pense que vous pensez aussi que l'avocat peut avoir d'autres rôles à jouer, par exemple un rôle de médiateur. Évidemment, c'est notre rôle principal, notre rôle de médiateur social. Mais c'est avant tout la défense. Vous savez, vous me parliez de l'état d'urgence et je vous disais, je rendais hommage aux policiers et aux juges. Je vais quand même vous dire une chose qui est inquiétante sur l'état d'urgence. On vient d'étudier 58 dossiers où des gens qui sont des fichiers S sont mis chez eux. Voilà. Donc suspect en fait. Suspect. Dans 51 des dossiers où il y a eu des recours, le juge se base sur ce qu'on appelle une note blanche, c'est-à-dire une note non datée, non signée. Vous savez, vous avez connu l'affaire Dreyfus et les notes anonymes. Les notes anonymes. On en est arrivé là. Et ça veut dire qu'on est dans une société qui est en pleine dérive. Heureusement, la plupart du temps, les notes blanches, allez, considérons qu'elles ont été rédigées par des gens sérieux. Mais des notes pas signées, ça suffit. Donc vous avez absolument besoin d'un avocat pour assurer la défense des libertés, parce que chaque fois que vous remontez la sécurité, il faut dans le même temps remonter la défense. C'est à cette condition-là qu'on garde l'équilibre d'une société de droit. Donc, bien sûr, nous pouvons aussi participer aux méthodes alternatives. Tout cela, on peut le faire. Mais il faut bien comprendre que plus la France se sécurise, plus elle a besoin de défense, et ça, on sait le faire. Merci Frédéric Sicard d'être venu nous parler de l'état de la justice. On a bien compris que d'après vous, la justice française va pas très bien, va plutôt mal, mais on peut espérer aussi que ce sera un des enjeux de la prochaine campagne présidentielle. Merci beaucoup. Merci d'être venu en parler sur le plateau du 64 minutes.